on est parfois confronté à des diagnostics un peu complexes. Et c'est vrai qu'on arrive au diagnostic de syndrome de Loge un peu par élimination. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Donc, déjà, j'ai aucun lien d'intérêt avec les différents dispositifs que je veux citer. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le syndrome de Loge chronique? Parce que c'est de ça qu'on va parler. C'est cette guerre atavique ancestrale entre un contenant et son contenu. Donc, dans notre cas, un contenant qui est l'aponevrose, donc la loge musculaire, et le contenu qui est le muscle qui essaye de s'engorger de sang pour travailler, pour nous permettre de faire notre activité sportive, mais une loge qui malheureusement ne s'expand pas en même temps, ce qui provoque donc cette pathologie. C'était une pathologie qui était méconnue pendant plusieurs siècles. Ça fait grosso modo depuis les années 50 qu'on connaît un peu la physiopathologie qui détermine des événements en cascade qui provoquent la souffrance de la loge musculaire. Donc, si on remonte un peu dans le temps, on sait que Volkmann avait commencé un peu à s'intéresser à des déformations qu'il remarquait en distalité des membres supérieurs avec des rétractions, des crampes hyper douloureux et qui n'arrivaient pas trop quand même à comprendre de quoi il s'agissait. Il pensait effectivement à une compression musculaire. Il avait commencé à développer l'idée d'une inflexible envelope, mais il ne savait pas s'il pouvait s'agir d'un os qui poussait ce muscle ou d'une fascia qui était autour de ce muscle, voire une compression externe. On a dû attendre un tout petit peu de temps avant de poser le nom à ce diagnostic, mais entre-temps, si on regarde dans les cahiers de l'expédition vers l'Antarctique de M. Falcon Scott, on peut peut-être deviner qu'il y avait quelqu'un de son équipe qui souffrait d'un syndrome de Loge. C'est quelque chose d'extrêmement fascinant. C'est M. Delécluze, c'était mon mentor, il est toujours mon mentor, qui m'a fait découvrir cette histoire incroyable. En 1912, il y avait un groupe de Norvégiens qui avait décidé d'atteindre le pôle Nord. Ils partiront tous en expédition et un groupe d'Anglais ont dit « mais non, on va arriver avant eux ». Et donc, Falcon Scott, il a monté son équipe pour les défier, pour essayer d'arriver avant eux. Et parmi eux, il y avait ce bel homme qui était le docteur Wilson, qui était zoologue et médecin aussi. Donc, il dit, tu viens avec nous, comme ça, si jamais il y a un pépin, tu peux nous soigner. Et au fil des jours que M. Scott donc, retracé sur son cahier, on voit la gravation de symptômes de M. Wilson. Déjà, le 30 janvier, il avait du mal à marcher. Il disait, il a peut-être étiré un tendon dans sa jambe parce qu'il a mal toute la journée, c'est un peu gonflé, puis la nuit, ça va mieux. Le 2 février, ça commençait à être un peu mieux, mais il s'aggravait facilement. Ça suffisait de lui demander un effort de plus et la symptomatologie réapparaissait. Le 17 février, et donc le pied de M. Wilson commençait à poser problème, probablement parce qu'il faisait trop, il essayait de trop se dédier aux autres. Et le 19 mars, tous les pieds de tout le monde allaient mal parce qu'il marchait beaucoup dans des conditions quand même assez difficiles, mais M. Wilson était pire, il devait s'arrêter tous les 3000, exactement tous les 3000. Et on ne sait pas pourquoi, mais peut-être que maintenant on saurait. Déjà, M. Wilson, c'est le deuxième, à partir de la gauche, et vous voyez que pour éviter que le vent s'engouffre dans son pantalon, comme plusieurs d'aventuriers de l'époque, il mettait un petit filet, une petite ficelle autour pour serrer. Donc, est-ce qu'il y avait une compression extrinsèque ? On ne saura jamais parce que malheureusement, ils arriveront 2 jours après les Norvégiens. Donc, avec les mains dans les poches, ils décideront de retourner, de faire marche arrière pour rentrer en Angleterre, mais ils resteront coincés dans un blizzard pendant 5 jours dans leur tente. Et malheureusement, il n'y en a aucun d'entre eux qui a survécu. Donc, le cahier, il a été retrouvé dans les mains de monsieur Falcon Scott. Et on arrive donc aux années 50 avec Mavor, que pour la première fois, commençait à penser effectivement à une compression à niveau du tibial antérieur surtout, donc de la loge antérieure de la jambe chez les footballeurs, donc qui jouaient des tournois, c'était surtout chez les jeunes, qui faisaient plusieurs matchs pendant la journée avec des chaussettes longues, et ils pouvaient parfois objectiver même des petites hernie musculaire du tibial antérieur qui disparaît quelques minutes après l'arrêt de l'effort. Et c'est lui le premier qui parlait donc d'une Chronic Exertional Compartment Syndrome et qui commençait à faire les premières fasciotomies avec des résultats qui étaient effectivement excellents et qui permettaient un retour au sport sans récidive de douleur. Donc, comme vous avez compris, c'est une cascade d'événements qui se auto-entretient, soit
on est en post-traumatique, donc on a un crash injury, un écrasement, une compression externe due à, je sais pas, un accident ou un hématome ou une perfusion extravasée qui détermine cet œdème dans cet espace aponeurotrique qui est fermé. Dans notre cas, ça sera plutôt un engorgement post-effort. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'expansion des tissus, donc la pression intramusculaire augmente de plus en plus avec un ralentissement, voire une interruption de la perfusion cellulaire, une rhabdomyolyse par la suite, une ischémie, voire une nécrose tissulaire si on n'agit pas rapidement. Donc ça, c'est la forme aiguë, qui peut être post-traumatique ou iatrogène. Celle qu'on va aborder, c'est plutôt la forme chronique. On a dans les membres sup, notamment récemment avec le développement de l'haltérophilie, du crossfit, avec des sports qui demandent une pression et une flexion ou extension des membres sup répétées avec beaucoup de répétitions, ce qui est le cas donc des crossfitters, mais surtout pour les membres inférieurs, chez ceux qui pratiquent de sports de conduite de balle, de course ou de roller. Ça touche plus les hommes que les femmes entre 20 et 30 ans. Statistiquement, c'est surtout la loge antérieure qui est touchée, suivie par la postérieure superficielle et profonde de jambes. Vous voyez l'anatomie, donc devant, on a la loge antérieure qui contient le tibial antérieur, les extenseurs de l'hallux et des orteils. La loge latérale, on a les fibulaires. La loge postérieure superficielle, on a les deux gastrocs et le gros solaire. Et ensuite, la loge postérieure profonde, où on a le tibial postérieur, le poplité et le fléchisseur de l'hallux et des orteils. Comme on a dit, la forme aiguë, c'est peut-être la plus dramatique et qu'il faut savoir reconnaître, parce que si cliniquement on a ce qu'on appelle les 5 P, donc pain, paresthesia, pallor, paralysis, pulselessness et poikilothermia, c'est une urgence qui est chirurgicale. Au bout de 6 heures, la nécrose tissulaire forcément sera irréversible avec des conséquences qui sont redoutables. Il faut faire gaffe donc quand on plâtre quelqu'un, j'avoue on le fait de moins en moins, mais une compression extrinsèque peut et reste une des causes principales de syndrome de Loge en post-opératoire ou en post-traumatique. Et la forme chronique. Donc, l'interrogatoire, il est déjà assez parlant. On a cette douleur qui s'installe pendant et dans les suites immédiates de l'effort qui demande l'arrêt de l'effort. Le patient ne peut plus continuer à faire ce qu'il était en train de faire parce que soit il a mal, soit il perd la sensibilité ou il a des paresthésies douloureuses, soit il a des troubles vasculaires avec sensation de froid ou de chaud. Et quand il vient de voir, forcément, il a déjà tout essayé et il n'y a rien qui a marché. Parfois, il peut même avoir une claudication lors des efforts. Notre examen clinique peut être complètement blanc, totalement frustre, si on ne reproduit pas l'effort qui provoque la douleur. Donc, il faut s'organiser pour prendre du temps, pour mettre les patients en condition de développer et d'effectuer l'effort. Donc, si on en dispose, un tapis de course, idéalement avec une petite pente s'il s'agit de sportifs qui font de la course, mais aussi monter, descente des escaliers, les sauts. Des tests qui ont été décrits, par exemple le test de Charles-Pin, on demande à notre athlète d'effectuer 150 flexo-extensions de cheville, flexion dorsale, flexion plantaire, pour essayer de développer cette douleur si elle concerne la loge antérieure. Et pour qu'on puisse confirmer notre diagnostic, quoique la suspicion elle est forte, bien évidemment, on a un panel d'imagerie qu'on peut demander. L'échographie ne sera pas contributive, sauf pour certaines hernies musculaires qu'on peut objectiver si on a l'échographe à disposition vraiment à côté de lui. L'IRM, cet hypersignal qui a été bien décrit, et je pense que ça va changer. On en discutait hier avec Yvan. Vous verrez que les autres outils dont on dispose pour confirmation diagnostique sont difficiles, c'est difficile d'en disposer. Des nouvelles techniques IRM, peut-être, je n'ai pas compris si les séquences sont pesées différemment, mais apparemment sont plus sensibles à l'hypersignal qu'on peut avoir dans le cas d'un édème musculaire immédiatement post-effort, mais bon, c'est en train de se développer. Sinon, bien évidemment, Doppler artéroveineux, angio IRM, en général, les gens viennent nous voir avec un paquet d'examens, ils ont déjà tout fait, mais ça nous permet quand même d'éliminer des diagnostics différentiels auxquels il faut penser. Les fractures de fatigue, l'artère poplitée piégée, qui est quand même corrélée à un syndrome de Loge postérieure, au moins dans les 30% de cas. C'est énorme. Donc, très souvent, il faut quand même coupler les deux examens avant de réfléchir à la conduite à tenir. Les deux imageries, les deux outils de confirmation diagnostique, ce sont la scintigraphie au technétium 99, on n'en fait plus beaucoup, et la mesuration des pressions intramusculaires. La scintigraphie, ça allait très très fort dans les années 80, voire 90. Il fallait le faire avant
et tout de suite après l'effort. Et comme moyen de contraste, on utilisait justement le technétium qui se fixait un peu plus aux muscles pour essayer de mettre en évidence cette hypofixation sur les loges musculaires qui pouvait indirectement nous démontrer effectivement une obstruction au flux artéroveineux. Sauf que c'est irradien, ça prend très longtemps, c'est invasif. Donc on l'a progressivement abandonné pour se concentrer un peu plus sur la prise de pression intramusculaire. En ce moment, en Europe, ça c'est un produit américain, c'est le Stryker, et après on a le Compass qui est sur le marché depuis 5 ou 6 ans. Le problème qu'en France, c'est difficile d'avoir le jetable. Ça coûte très très cher, l'appareil il est hors production, le Stryker, et parfois le prix de la consulte ne couvre pas le prix du matériel. Néanmoins, ça reste l'outil principal, le gold standard pour la confirmation diagnostique à ce jour. Idéalement, il faut faire 3 prises. Une première prise au repos, on est censé avoir une pression intramusculaire comprise entre 10 et 15 mm de mercure. On demande à notre patient d'effectuer l'effort au moment exact où il n'en peut plus, on le pique à niveau au même endroit et si la pression dépasse les 30 mg, le diagnostic il est posé, il est confirmé. Et 10-15 minutes après, on répète encore une fois la prise de pression et les valeurs sont censées avoir diminué et rentrer à la normale. Et donc là, diagnostic confirmé, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos patients ? Un traitement conservateur, un traitement médical, un traitement chirurgical. Sur le traitement conservateur, on pourrait appliquer un modèle théorique de fasciathérapie, de distension manuelle, d'étirement, mais qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Et on peut penser aussi à la correction du geste sportif, notamment pour un coureur qui développe un syndrome des loges, plutôt des loges antérieures, essaye de privilégier un cycle arrière avec un cycle avant avec un appui un peu plus avant-pied que talonnier, mais de changer une préférence motrice chez un athlète déjà constitué. C'est très compliqué et je pense que c'est même illusoire. Il y a quelques études qui avaient été faites, mais qui ne peuvent pas vraiment être exploitées pour avoir des conduites à tenir, parce qu'il s'agissait surtout d'études qui étaient faites sur des marcheurs militaires, à l'époque où le militaire marchait surtout en Rangers et en bottes. Donc ce n'est pas vraiment pareil à un athlète qui court en basket. Mais les traitements médicaux avancent progressivement. Merci. Donc effectivement, la toxine botulique représente une alternative qui semblerait être assez valide. Moi, j'en fais pas. Donc ça, c'est sorti plutôt de la biblio récente. L'effet, vous le savez, en fait, elle se plaque, elle bloque les récepteurs de l'acétylcholine sur la plaque motrice avec un effet qui est complètement réversible. Donc ça va inhiber légèrement l'activité du muscle strié qu'on vient traiter. En plus, il a des effets vasomodulateurs et il a un effet antalgique, anti-inflammatoire, avec ce mécanisme qui est transitoire, parce qu'au bout d'un moment, entre 3 et 6 mois, on a cette repousse axonale qui bypasse la plaque et qui va en constituer de nouvelles connexions. Donc on peut essayer, ça ne mange pas de pain, il n'y a pas d'effets secondaires notables qui ont été décrits. Donc si l'athlète peut se permettre un traitement qui sera transitoire, pourquoi pas ? Et donc, idéalement, on injecte entre 40 et 50 unités dans le muscle concerné. À partir de 48 heures, on commence à avoir un effet qui va monter jusqu'à atteindre son plateau à 1 mois et demi et durer le temps qu'il durera. Donc, les effets secondaires, bien sûr, c'est une diminution de force qui est transitoire. Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Membre inf, ce n'est pas notable, mais si c'est des membres supérieurs, chez quelqu'un qui effectue des sports de tir, de précision, voire des sports mécaniques, de perdre en force et en dextérité alors qu'on est censé être vraiment à la milliseconde près sur l'utilisation du frein ou de l'embrayage, ça peut avoir des conséquences létale même, donc vaut mieux privilégier chez les athlètes pro de sport mécanique, membres sup, un traitement chirurgical. Traitement chirurgical qui a bien évolué aussi, parce que jusqu'à il y a 15 ans, on parlait plutôt des fasciotomies à ciel ouvert avec des grosses scarifications, avec des cicatrices quand même qui n'étaient pas vraiment cool par la suite. Maintenant, on privilégie plutôt des techniques mini-invasives qui peuvent être faites par endoscope. Donc, on rentre dans la loge musculaire. Tu peux mettre Play Geeks, s'il te plaît ? Et vous voyez, tout se passe en endoscopie, donc on vient libérer la loge musculaire. Il y a une petite courbe d'apprentissage, ça semble très très simple. Ce beau chirurgien libanais, je pense que vous le reconnaîtrez demain, quand il sera là. Et c'est fait. C'est fait, avec 3 petites points d'entrée, donc des cicatrices acceptables et des résultats qui sont quand même assez encourageants. Parce qu'on a quand même un bon retour au sport, même au même niveau, grosso modo à 62,5%, avec une reprise de la course à pied qui commence à partir de la 6e semaine.
tout se joue vraiment dans le post-op immédiat. Il faut privilégier la compression, la décharge dans les premières 48 heures parce que c'est là qu'on peut avoir un hématome qui pourrait compliquer la prise en charge rééducative par la suite et un taux d'échec, donc de récidive, qui reste bas, entre 7,5%. Donc vous avez bien compris, on a une forme aiguë et une forme chronique qui touche surtout les coureurs, dans les sports de conduite de balle, les 4 loges de la jambe. Idéalement, le traitement médical, effectivement, commence à faire un peu ses preuves, mais qu'à court, voire à moyen terme, ce qui change vraiment la donne, ce qui permet des résultats un peu plus viables dans le temps, reste le traitement chirurgical. Merci pour votre attention.